Dans la chaleur écrasante de l'après-midi, Amadou gisait comme un roi déchu sur le vieux canapé du salon familial. Les murs de terre battue, jadis ornés des photos jaunies du père défunt, semblaient le juger en silence. Sa corpulence s'était développée non pas par l'abondance, mais par la léthargie profonde qui l'habitait depuis des années. Fatoumata, sa mère, apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Son foulard indigo encadrait un visage buriné par le travail et marqué par la résignation. L'odeur âcre de la sauce brûlée emplissait déjà la maison. « Amadou !» Sa voix portait le poids de 1000 déceptions. « Pour la 5e fois, cette sauce va carboniser. Lève-toi et surveille ce feu !» Amadou émit un grognement sourd, se contentant de tourner son visage bouffi vers le mur fissuré. Ses cheveux crépus, gras et négligés, collaient à sa nuque moite. « Tu m'entends parler ?» Fatoumata s'avança, ses sandales claquant sèchement sur le sol de ciment. « Tes frères Ibrahim et Moussa sont partis avant l'aube. L'un porte des sacs de ciment sous ce soleil de forge. L'autre conduit sa moto-taxi dans les embouteillages de la capitale. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées ?»« Je ne suis pas fait pour ces petits boulots, maman. » marmonna Amadou sans daigner la regarder. « J'ai de l'ambition, je vais réussir autrement, tu verras. » Le rire amer de Fatoumata résonna comme une lame. Réussir, en ronflant 15 heures par jour, en vidant les économies de tes frères pour acheter de la bière? Explique-moi donc ton plan, ô grand entrepreneur. Le soir venu, quand les grillons entamèrent leur concert nocturne, l'orage éclata. Fatoumata entra dans la chambre d'Amadou, tenant dans ses mains tremblantes une enveloppe Kraft déchirée. Ses yeux brillaient d'une colère longtemps contenue. « Tu l'as prise » dit-elle d'une voix blanche. « L'enveloppe que Moussa avait cachée derrière les sacs de mil. L'argent pour les médicaments de ta grand-mère malade. » Amadou, assis au bord de son lit défoncé, haussa ses épaules massives avec une désinvolture qui glaça le sang de sa mère. « Ce n'est pas les vols, si c'est dans ma propre maison. » La gifle partit comme la foudre, sèche et violente. Le claquement résonna dans la chambre exiguë comme un coup de tonnerre. « Ta maison ?» Les mots sortirent de la gorge de Fatoumata comme des couteaux. « Tu veux dire la maison que ton père a bâtie pierre par pierre, pendant que tu dormais? Déjà, enfant paresseux, lui semait et récoltait pour nourrir cette famille. » Elle jeta l'enveloppe vide aux pieds d'Amadou avec dégoût. « J'en ai assez. Tu es devenu une malédiction vivante, une honte qui souille le nom de ton père. Même les voisines baissent les yeux quand elles parlent de toi. Tu suces la vie de cette maison comme un vampire. » Amadou voulut protester, peut-être même pleurer, mais Fatoumata se dirigea déjà vers la porte. « Demain matin, tu quittes cette maison. Tu iras chercher ta propre vie ailleurs. Même les animaux savent quand il faut partir de la tanière familiale. » La porte claqua. Cette nuit-là, Amadou ne ferma pas l'œil. L'aube se leva sans pardon. Amadou quitta la concession familiale avec pour seul bien un sac plastique déchiré, une chemise froissée et quelques billets froissés, subtilisés dans le tiroir de la cuisine. Il ne se retourna pas. Il ne pouvait pas. La capitale l'accueillit comme elle accueille tous les déshérités, avec indifférence. La gare routière puait l'huile de vidange et les corps en sueur. Les klaxons agressifs se mêlaient aux cris des vendeurs ambulants dans une cacophonie étourdissante. Amadou erra toute la journée, frappant aux portes de quelques vagues connaissances. Toutes restèrent closes. Le soir venu, il déniche un cabanon en tôle ondulée dans un bidonville de la périphérie. 2000 francs la nuit pour 4 mètres carrés d'enfer. « Demain, je me relève. » murmura-t-il en regardant le plafond troué par la rouille. Je vais leur prouver que je n'étais pas le problème. Mais les jours suivants furent impitoyables. L'argent fondait comme du beurre au soleil sahélien. Chaque course en taxi-brousse, chaque assiette de riz gras, chaque paquet de cigarettes le rapprochait inexorablement du gouffre. Il passa du riz à la sauce, au pain sec, puis au jeûne forcé. Une nuit suffocante, alors qu'Amadou était assis sur une pierre devant un kiosque fermé, il rencontra Saïdou. L'homme était maigre comme un épouvantail, les yeux cernés de fatigue, tenant une bouteille de bissap tiède. « Toi aussi tu vis comme un rat ?» demanda Saïdou, sans lever les yeux. Amadou tourna la tête. La cicatrice qui barrait la joue droite de l'inconnu luisait sous la lumière blafarde d'un réverbère défaillant. « Je dors là depuis un mois.
ajouta Seydou. Moi c'est Seydou. Et toi? Amadou. Ils se serrèrent la main. Deux paumes abîmées par la misère urbaine. Seydou raconta son histoire. Lui aussi avait été un paresseux. Lui aussi avait été rejeté par sa famille. Mais contrairement à Amadou, il avait déjà touché le fond de l'abîme et en connaissait chaque recoin sombre. Ils trouvèrent un emploi temporaire sur un chantier de construction. Porter des briques sous le soleil de plomb, remuer du sable et du ciment, se courber les chines pour 1500 francs par jour. De quoi manger, juste manger. Un midi, alors qu'ils partageaient une bouillie de riz tiède sous l'ombre maigre d'un manguier, un ouvrier plus âgé les observa longuement. Ses yeux expérimentés avaient lu en eux comme dans un livre ouvert. « Vous avez ce regard, dit-il d'une voix grave, celui des hommes qui veulent beaucoup, mais qui n'ont rien. Faites attention, il y a des entités qui se nourrissent de cette faim-là. » Seydou haussa les épaules avec amertume. « Si on me proposait de vendre mon ombre pour sortir de cette misère, je vendrais. J'ai trop souffert. » Le vieillard le fixa intensément. « Alors vous finirez par vendre bien plus que votre ombre. » Ce soir-là, dans un bar miteux aux chaises bancales, devant deux bières tièdes qui représentaient leur maigre salaire, Seydou brisa le silence. « J'ai entendu parler de quelqu'un » murmura-t-il en fixant les bulles qui remontaient dans sa bouteille. « Quelqu'un » Djinn Malikou. Le nom flotta dans l'air vicié comme une menace tangible. Amadou sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il vit quelque part dans les quartiers que même les cartes ont oubliés. On ne le voit jamais vraiment, mais on dit qu'il peut ouvrir toutes les portes fermées par le destin. Il te donne tout ce que tu désires. L'or, les voitures, les femmes, le respect, tout. En échange de quoi? Seydou eut un sourire qui ne ressemblait à rien d'humain. On ne le sait qu'après avoir signé. Amadou éclata d'un rire nerveux. Seydou, on dort sur du carton, on pue la sueur et la résignation, on mange un jour sur 3. Et tu me parles d'un djinn magique? Tu as bu ou quoi? Je te parle de ce que les désespérés murmurent quand ils n'ont plus rien à perdre. Tu crois que tous les riches de ce pays ont bâti leur fortune avec du travail honnête? Ouvre les yeux, mon frère. On est des invisibles ici. Tu veux crever comme un chien errant? Cette nuit-là, Amadou ne trouva pas le sommeil. Le lendemain, Seydou avait disparu. Pas de mots, pas de traces. Comme s'il avait été avalé par la terre rouge de la capitale. Amadou l'attendit 3 jours, inquiet. Puis il le revit. Seydou était transformé. Même ses vêtements semblaient neufs, repassés avec soie. Il portait un sourire étrange, presque figé, et ses yeux brillaient d'un éclat qui n'appartenait plus tout à fait à ce monde. « Il m'a écouté », dit Seydou simplement. Le cœur d'Amadou se mit à battre comme un tam-tam de guerre. « Djinn Malikou? Tu l'as vraiment vu? Il est réel, mon frère, plus réel que cette misère qui nous ronge. Il m'a offert un choix, un seul, et j'ai accepté. » Accepter quoi? Seydou ouvrit une sacoche de cuir noir. À l'intérieur, des liasses de billets neufs, parfaitement empilés. Plus d'argent qu'Amadou n'en avait jamais vu. 3 jours, Amadou. En 3 jours, j'ai gagné plus qu'en 10 années de labeur. La sueur froide coula le long de l'échine d'Amadou. Et tu veux m'emmener chez lui? Le sourire de Seydou s'élargit. Pas ce soir, mais bientôt. Il faut être préparé. Ce qu'on va voir n'est pas fait pour les âmes ordinaires. 3 jours plus tard, à minuit précis, ils se rendirent dans une ruelle oubliée par les urbanistes. La lune, pleine et pâle, se cachait derrière un voile de nuages comme si elle refusait d'éclairer ce qui allait se passer. Il n'y avait pas de vent, pas de bruit, juste leurs pas nerveux sur le sable et leur souffle erratique. Ils s'arrêtèrent devant une porte noire, sans numéro, sans sonnette, comme une cicatrice dans le mur de parpaing. Seydou frappa 3 coups lents, espacés, rituels. Une voix grave, inhumaine, répondit de l'autre côté. « Vous êtes affamé ?»« Oui, » répondit Seydou. « Et vous êtes prêt à manger ce qui n'est pas fait pour les hommes ?»« Oui. » La porte s'ouvrit dans un grincement qui semblait venir des entrailles de la terre. Amadou entra et sentit immédiatement que quelque chose ici défiait les lois du monde visible. L'air était glacial malgré la chaleur de la nuit,
La pièce sombre n'était illuminée que par une flamme bleue qui ne projetait aucune ombre. Des symboles qu'aucun alphabet humain n'avait jamais tracés couvraient les 4 murs. Au fond, assis dans un fauteuil qui semblait taillé dans une pierre noire comme l'âme de la nuit, se tenait une présence. Ni homme ni djinn, mais quelque chose entre les deux. Grand, chauve, la peau d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière, les yeux rouges comme des braises d'enfer, et un sourire qui révélait trop de dents. « Bienvenue, Amadou », dit la créature. Amadou ne se souvenait pas avoir donné son nom. À cet instant, il comprit qu'il venait de pénétrer dans un monde où le retour n'était plus garanti. La pièce ne sentait ni l'encens ni la pourriture. Elle sentait l'absence. L'absence d'odeur, l'absence de chaleur, l'absence d'humanité. Amadou se tenait debout, immobile, face à Djinn Malikou, la créature qui portait un corps d'homme, mais dont la voix semblait sortir de tous les murs à la fois. Seydou s'agenouilla immédiatement, tête baissée en signe de soumission totale. Malikou sourit, révélant des dents trop nombreuses, fines et aiguisées comme des lames de rasoir. « Tu es venu parce que le vide t'habite comme une maladie mortelle », dit la créature d'une voix qui résonnait dans les os d'Amadou. « Tu es venu parce que tu as goûté à la poussière de la pauvreté et que tu veux maintenant mordre l'or de la richesse. Je lis ta faim dans ton regard. » Amadou recula instinctivement. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu veux en échange ?» parvint-il enfin à demander d'une voix tremblante. Malikou se leva lentement, infiniment lentement. Son ombre dansait sur les murs alors qu'il n'y avait aucune source de lumière derrière lui. « Rien que tu ne possèdes déjà », répondit-il avec un sourire qui glaça le sang d'Amadou. « Je ne prends rien de ceux qui n'ont rien à donner. Je donne généreusement, et quand le temps sera venu, vous me rendrez ce qui m'appartient. » « Rendre quoi exactement ? » Tu comprendras en temps voulu. L'accord n'a pas besoin de mots écrits ou de témoins. Il se scelle dans le sang et se grave dans l'âme. Malikou tendit une main aux ongles noirs et démesurés. Seydou y déposa une goutte de son sang prélevée à la pointe d'une lame. Puis ce fut au tour d'Amadou. Le contact fut plus que glacial. Il était mort, vide, comme si la main de la créature aspirait la chaleur vitale de son être. Au moment où Amadou posa sa paume sur celle du démon, une douleur fulgurante traversa tout son corps. Il vit des éclairs aveuglants, entendit des cris de désespoir venant de très loin, aperçut des visages déformés par une terreur absolue, puis plus rien. Le pacte était scellé dans l'éternité. Le lendemain matin, Amadou se réveilla dans sa misérable chambre de tôle avec la sensation étrange d'avoir rêvé. Mais sous son lit de fortune, soigneusement rangé, l'attendait une valise de cuir noir qu'il n'avait jamais vue. En l'ouvrant, ses mains se mirent à trembler incontrôlablement. Elle était remplie de liasses de billets parfaitement empilés, d'une valeur qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Il se tourna vers Seydou, les yeux écarquillés par l'incrédulité. « Mais je n'ai rien fait pour mériter cet argent. Pourquoi maintenant ?» Seydou lui répondit avec un sourire énigmatique qui ne ressemblait plus au sien. « C'est ça, la beauté perverse du pacte, mon frère. À partir de maintenant, chaque mardi matin, sans exception, une nouvelle valise apparaîtra, toujours pleine à craquer. Tu n'en connaîtras jamais la provenance, tu ne poseras jamais de questions. Tu te contenteras d'en profiter, persuadé que tu n'as rien donné en échange. » Et c'est exactement ce qui se passa. Chaque mardi matin, fidèle comme une malédiction, une nouvelle valise se matérialisait sous le lit d'Amadou. Aucun sacrifice apparent, aucune dette visible, juste de l'argent à profusion. 2 semaines suffirent pour que leur existence bascule complètement. Ils quittèrent les ruelles poussiéreuses et les cabanons de tôle pour s'installer dans un appartement climatisé du centre-ville. Nouvelle garde-robe taillée sur mesure, chaînes en or massif, voitures de luxe, femmes attirées par l'éclat de leur richesse soudaine, whisky importé. Amadou était devenu Monsieur Amadou dans les cercles de la réussite rapide. On le respectait, on l'enviait, on sollicitait ses conseils en affaires. Personne ne savait qu'il ne dormait plus depuis des semaines. Personne ne remarquait les poches profondes sous ses yeux, ses cernes sombres comme des cercles de malédiction. Personne ne l'entendait murmurer la nuit, seul dans son immense lit king size, tremblant sous des draps de soie malgré la chaleur.
Personne n'entendait la voix de l'ombre qui lui chuchotait inlassablement « Tu me rendras, tu me rendras ». Chaque nuit, il rêvait du même tunnel noir sans fin. Au bout, une silhouette l'attendait patiemment, toujours la même. Malikou, qui lui rappelait sa dette à venir. Seydou, lui, semblait prospérer sans limite. Il était partout, club VIP, fêtes privées, événements caritatifs, toujours souriant pour les photographes. Mais ses yeux n'étaient plus là. C'étaient deux vitres teintées, derrière lesquelles un cri d'agonie s'étouffait en permanence. La première offrande arriva exactement 1 mois après le pacte. Ce mardi-là, l'atmosphère avait changé. L'air semblait électrique, chargé d'une menace silencieuse qui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Lorsqu'Amadou ouvrit les yeux, la valise était bien là, fidèle à son poste sous le lit. Mais quelque chose clochait. En se levant, il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Et c'est en se tournant vers le mur qu'il le vit. Un message écrit en lettres épaisses, rouge sombre, presque noir, comme tracé au doigt dans du sang séché, barrait le mur de sa chambre. La dette commence. Son cœur manqua plusieurs battements. Il recula, les jambes flagoulantes. Le message semblait vibrer, vivant, comme s'il l'observait en retour. La pièce, jusque-là banale et luxueuse, paraissait soudain étrangère, hostile. L'argent n'avait jamais semblé aussi lourd entre ses mains. Seydou lut le message, soupira profondément et dit avec une résignation terrifiante « Je m'y attendais ». « Ça veut dire quoi exactement ?» cria Amadou, la voix brisée par la panique. Seydou regarda au loin, vers un horizon que lui seul pouvait voir. Chaque année, Djinn Malikou prend ce qui lui est dû. Il choisit, il réclame, il exige. Il faut donner quelqu'un, quelque chose, une offrande humaine. « Tu plaisantes, j'espère ?»« Moi, j'ai déjà choisi, » répondit Seydou avec un calme terrifiant. « Mon neveu Boubacar, c'est un voyou, un bon à rien qui traîne dans les rues. Il ne vaut rien pour la société. »« Tu vas tuer ton propre sang ?» ?»« Je n'ai pas signé ce pacte pour redevenir pauvre, Amadou. J'ai trop souffert. » Le lendemain, le neveu de Seydou eut un accident. Pas d'enquête approfondie, pas de témoins gênants, juste un corps froid et un enterrement expédié. Amadou, lui, ne savait pas qui choisir. Sa famille lui manquait cruellement malgré tout. 3 jours plus tard, sa mère Fatoumata tomba subitement malade. Une infection foudroyante que les médecins ne parvenaient pas à identifier. Amadou pria, pleura, consulta les meilleurs spécialistes de la capitale. Il savait au fond de son cœur, rongé par la culpabilité, que c'était elle que Malikou avait choisie. Il refusa d'abord, se mit à genoux dans sa chambre, supplia le guémon, offrit des sommes folles, des lingots d'or. Mais une nuit, Fatoumata hurla dans son sommeil et mourut. Les voisins raconteraient plus tard qu'elle avait vu un homme sans visage à la fenêtre de sa chambre d'hôpital avant de pousser son dernier souffle. Amadou ne pleura pas. Il n'en avait plus la force ni le droit. Le soir même, regardant son reflet dans le miroir de sa salle de bain luxueuse, il ne se reconnut pas. Il y avait dans ses yeux une lueur rouge, lointaine mais perceptible. Et derrière lui, dans l'ombre du miroir, quelqu'un riait silencieusement. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années. Mais le poids de la culpabilité ne partit jamais. Amadou vivait désormais dans un luxe inouï. Voiture noire dernier cri, costumes italiens sur mesure, femmes qui gravitaient autour de lui comme des papillons, attirés par la flamme dorée de sa richesse. On l'appelait Maître Amadou dans les cercles du pouvoir. On le respectait, on l'enviait, on sollicitait ses conseils. Personne ne savait qu'Amadou ne dormait plus depuis des années. La 3e année, Seydou sacrifia une jeune étudiante qu'il fréquentait. Accident de mototaxi. Tout avait l'air naturel, orchestré par une main invisible. Amadou, lui, sacrifia l'une de ses maîtresses. Overdose accidentelle dans un hôtel de luxe. La 4e année, Amadou refusa de choisir. Il dit non, catégoriquement. Mais la nuit suivante, son frère Ibrahim mourut subitement dans son sommeil. Arrêt cardiaque inexpliqué chez un homme de 30 ans en parfaite santé. Amadou hurla, frappa les murs de son penthouse, alla même dans une église pentecôtiste.
Mais les lumières tremblèrent à son arrivée, et le pasteur s'évanouit au moment de poser les mains sur lui pour prier. Et dans le vent nocturne, une voix moqueuse lui chuchota « Tu m'appartiens pour l'éternité ». Amadou retrouva Seydou dans un état lamentable. L'homme n'était plus que l'ombre de lui-même. Maigre à faire peur, des coupures auto-infligées sur les bras, le regard fou. « Il me visite chaque nuit maintenant », balbutia Seydou en grelottant malgré la chaleur. « Il me parle directement dans ma tête. Il me dit « Ton tour arrive bientôt, très bientôt. Je n'en peux plus, Amadou. Je veux mourir. » La panique monta en Amadou comme une marée noire. Il devait agir, fuir, trouver une solution. Il chercha un marabout, un prêtre, un imam, un voyant. Tous refusèrent de l'aider ou disparurent mystérieusement après leur première tentative. Puis un jour, sur le marché central, une vieille femme aux yeux blancs de cataracte lui dit simplement « Lui seul peut t'aider maintenant. Va au village de Kenyeba. Cherche le sage Ousmane. Mais dépêche-toi. Le sablier de ton âme se vide. » Amadou prit la route cette nuit-là. Une nuit entière de voyage à travers la brousse, le silence oppressant, les étoiles indifférentes qui semblaient le juger depuis l'immensité du ciel africain. Ousmane était un vieil homme aveugle, assis sur une natte de paille tressée, entouré de calebasses remplies d'os blanchis et de cendres sacrées. « Tu as trop marché dans la boue des ténèbres, » dit-il, sans même ouvrir les yeux quand Amadou s'approcha. « Maintenant, tu veux te laver dans le lait de la rédemption. Mais ce lait va te noyer si tu n'es pas sincère. »« Je veux sortir de ce cauchemar, grand-père. Je veux vivre normalement. Je regrette tout. » « Regretter ne suffit plus, mon fils. Tu as donné ton souffle à l'entité. Ton nom est gravé dans le livre des damnés. Ton image est portée par les vents maléfiques. » Amadou se jeta à genoux, supplia, pleura toutes les larmes de son corps. Ousmane soupira profondément, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules frêles. « Il n'y a qu'une solution, une seule, et elle est presque impossible. Tu dois retourner à l'endroit où le pacte a été scellé et offrir quelque chose que tu aimes plus que ta propre vie. Sincèrement, sans calcul, sans attendre quoi que ce soit en retour. Si l'esprit accepte ton sacrifice, il te laissera peut-être partir. » « Et si je n'ai rien à offrir ? Alors, il viendra prendre tout ce qui reste de ton âme. » Amadou rentra en ville, l'âme en lambeaux. Il chercha désespérément, fouilla sa conscience, mais ne trouva rien qu'il aimait vraiment. Il n'avait pas de femme aimée, plus de famille vivante, pas d'enfants, plus d'amis sincères. Puis il pensa à Sédou, son frère d'infortune, son miroir dans la déchéance. Le seul être humain qui comprenait son calvaire. Ce soir-là, il invita Sédou à dîner dans son penthouse, un dernier repas aux chandelles, dans le silence lourd de deux âmes damnées qui savaient que leur temps était compté. Sédou sourit tristement en voyant le couteau de cuisine posé sur la table. « Tu penses à ce que je pense ?» demanda-t-il d'une voix résignée. Amadou acquiesça lentement. « Peut-être qu'un de nous deux doit mourir pour sauver l'autre. » Sédou regarda la lame qui brillait sous la lumière artificielle, puis hocha la tête. « Que le plus rapide survive, mon frère. » Mais avant que l'un d'eux ne saisisse l'arme, les lumières s'éteignirent d'un coup. Un grondement sourd monta des profondeurs de la terre. Les murs de l'appartement se mirent à trembler comme lors d'un séisme. Une voix s'éleva, grave, souterraine, inhumaine, qui semblait venir de partout à la fois. « Vous m'avez fait attendre trop longtemps. Cette fois, je viens moi-même réclamer ce qui m'appartient. » Le sol du salon ne se contenta pas de se fissurer, il s'ouvrit comme une gueule béante, avalant les carreaux de marbre, le tapis perçant, les pieds de la table en acajou. Amadou et Sédou reculèrent, terrorisés, collés contre le mur, incapables de bouger, de crier, de respirer normalement. Des voix en chœur s'élevèrent des profondeurs, des murmures d'agonie, des gémissements de damnation éternelle, comme si tous ceux qui avaient conclu un pacte avec Malikou hurlaient leur désespoir depuis les abîmes. Puis il apparut. Cette fois, Djinn Malikou abandonna toute apparence humaine. Il était dans sa forme véritable, brutale, parfaitement monstrueuse. Un torse humain sans tête, remplacé par 7 crânes disposés en cercle, tous aux yeux rouges comme des braises d'enfer, tous ricanant en chœur.
Ses bras n'étaient plus des bras, mais des tentacules composés de bras humains cousus ensemble qui remuaient comme des serpents frénétiques. Son torse pulsait rythmiquement, comme s'il respirait l'air du monde pour mieux l'empoisonner. Il ne parlait plus par une bouche, il parlait directement à l'intérieur de leur crâne. « Vous êtes à moi depuis le premier jour, vous avez goûté à mes bienfaits, maintenant goûtez à la véritable facture. » Amadou tomba à genoux, ses forces l'abandonnant complètement. Sédou hurla comme un possédé. « Non, non, je ne suis pas prêt, j'ai encore des choses à vivre !» Mais c'était trop tard pour les regrets. Sédou fut soulevé dans les airs par une force invisible, suspendu comme un pantin désarticulé. Il cria, implora, sanglota comme un enfant. « Amadou, aide-moi, je t'en supplie, je ne veux pas mourir comme ça !» Mais Amadou ne bougea pas. Il pleurait, tremblait, mais était complètement paralysé par une terreur qui dépassait l'entendement humain. Malikou ne souriait même plus, il jouissait sadiquement de leur terreur. « Tu m'as offert ton sang, Amadou, et ton frère d'ombre m'appartient. Maintenant, il va payer pour tes péchés communs. » Sans avertissement, Sédou fut littéralement déchiré en deux, éclaté comme un fruit trop mûr. La chair, les os, les viscères, tout fut projeté contre les murs du penthouse dans un bruit de chute humide qui entrait Amadou pour l'éternité. Un dernier cri coupé net, puis plus rien. Amadou hurla, tomba sur le dos, rampa comme un ver de terre, en essayant de fuir. Mais Malikou n'en avait pas fini avec lui. Le démon s'approcha lentement, chacun de ses pas faisant vibrer le sol. Les meubles de luxe prenaient feu spontanément, l'air sentait le métal en fusion. Il ne suffit pas d'offrir les autres en sacrifice, Amadou. Tu dois maintenant devenir l'offrande suprême. Amadou tenta de se lever, de courir, de fuir par la fenêtre. Mais son corps était cloué au sol par une force surnaturelle. Il sentit ses membres se raidir, se paralyser, comme si l'univers entier refusait de l'aider. Dans ces derniers instants de lucidité, il vit sa mère Fatoumata et son frère Ibrahim. Ils étaient là, translucides, fantomatiques, prisonniers eux aussi. Prisonniers pour l'éternité. Tu m'as nourri pendant des années, maintenant deviens ma nourriture pour l'éternité. Amadou n'eut pas le temps de crier. Sa bouche se referma d'elle-même, son corps fondit comme de la cire. Il sentit son âme aspirée, découpée en morceaux, digérée lentement par l'entité démoniaque. Et pendant que le monde autour de lui disparaissait dans un maelstrom de souffrance absolue, une voix chantait dans sa tête mourante. « Celui qui mange sans semer finira par semer dans le ventre du néant. » La quête de richesse facile cache souvent des chaînes invisibles plus lourdes que l'or lui-même. Ne fais jamais de promesses que tu ne comprends pas, surtout quand elles engagent ton âme immortelle. Et rappelle-toi toujours, tout ce qui brille dans l'obscurité n'est pas une bénédiction du ciel.